Notre invitée cette semaine, Pauline Marois. Pauline Marois, bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue à Mémoire. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Alors, on va commencer par parler de votre enfance. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quel type d'enfance vous avez vécu, dans quel environnement? Une enfance merveilleuse, dans un environnement que je souhaiterais à tous et à toutes de vivre. J'étais à la campagne, en face d'une ferme qui appartenait à mon oncle. La sœur de maman vivait là. Nous, on ne vivait pas sur la ferme. On avait une maison à l'autre côté de la rue. D'ailleurs, ça m'a causé quelques ennuis parce qu'on n'avait pas le droit de traverser la rue sans demander la permission, parce que c'était pas une rue, en fait, c'était une route de campagne et il passait des voitures et des camions assez rapidement sur la route. Enfin, alors donc, j'ai eu une enfance exceptionnelle, avec des parents très aimants, qui étaient très fiers de leurs enfants. C'était leur bien le plus précieux. Il ne fallait pas toucher à un de nos cheveux, sinon cette personne était condamnée pour la vie. Vous étiez dans quelle région? Dans la région de Québec, sur la rive sud de Québec, dans un petit village. En fait, c'était à Saint-Étienne-de-Lauzon. Mais dans les faits, j'ai vécu à Saint-Rédempteur. C'est assez amusant parce qu'on était aux frontières des deux villages. Et à Saint-Rédempteur, on était à 10 minutes à pied de l'école, de l'église, tandis qu'à Saint-Étienne, on était à quelques kilomètres, ce qui fait que on utilisait les services de Saint-Rédempteur, mais on vivait à Saint-Étienne. Alors, c'était exceptionnel. Je pouvais me promener dans les champs, à l'arrière de la maison. Il y avait des vaches qui paissaient. En face de chez moi, donc, c'était la tante, la sœur de maman, ma tante, mon oncle, et ils avaient aussi des enfants de notre âge. Alors, je jouais beaucoup avec mes cousins et cousines. Et c'était toujours très agréable. On jouait dans la grange, dans le fanny, où il y a le foin qui est ramassé. On organisait toutes sortes de jeux. On allait cueillir des fraises et des framboises l'été parce que mon oncle cultivait des petits fruits aussi. Et voilà, donc c'était une vie très heureuse. Une vie familiale. Une vie familiale très importante. J'étais l'aînée, mais il y avait deux petits frères qui me suivaient. Il y a eu comme une deuxième famille parce que j'ai eu une petite sœur qui est née 10 ans après ma naissance, donc on a un écart de 10 ans, mais j'avais deux petits frères qui me suivaient. On jouait beaucoup ensemble et j'organisais les jeux, disons. Alors, ils n'avaient pas vraiment le choix, ces pauvres enfants. Ils me le rappellent d'ailleurs, mais avec plaisir et avec humour. Que faisaient vos parents? Mon père était mécanicien. Il n'avait pas une longue formation. Il n'avait pas été à l'école longtemps. Et il nous disait souvent qu'il ne savait pas s'il avait une 3e ou une 5e année. Il était allé à l'école de rang et c'était pas à l'époque, évidemment. Classé. Ben non, c'était pas comme ça que ça fonctionnait à l'école. À l'époque, il fallait travailler rapidement. Eux avaient une ferme et puis une scierie plus tard. Bon. Et il était devenu mécanicien et il s'est formé, comme se faisait souvent la formation à l'époque dans les métiers, sur le tas, en travaillant avec ses camarades, avec ses collègues. Il a acquis des compétences et des connaissances. Il est retourné dans des formations spécialisées pour devenir, entre autres, mécanicien de diesel, de camions diesel. Donc, il était sur de gros camions, il travaillait dans une grande entreprise qui réparait les camions. Maman était institutrice. Elle avait enseigné dans une école de rang. Il fallait le faire. Elles étaient deux institutrices dans une toute petite école en bois dont ils chauffaient l'intérieur la nuit pour que ce soit agréable le matin quand les enfants arrivaient. Ils couchaient dans le grenier. Ça faisait partie de la tâche, si on veut. Et ma grand-mère, qui croyait beaucoup aux études pour ses enfants,
Alors que ma mère souhaitait étudier, elle l'avait encouragée sans aucune résistance ou opposition, au contraire. Mmh. Puis chez maman, ils étaient 4 filles et 6 garçons et si les garçons voulaient étudier, certains avaient étudié un peu plus longuement, pas énormément, mais quand même. Mais elle était très fière parce qu'elle avait obtenu Mmh. un brevet et elle a donc enseigné pendant 2 ans. Mais quand on se marie, à l'époque, on ne peut plus continuer à enseigner Mmh. si on veut avoir des enfants. De toute façon, voyez-vous, rester à l'école Beh, oui. puis avoir son mari, ça va pas. Oui. Mais de toute façon, c'était pas permis. Mmh. Alors donc, elle va cesser d'enseigner, mais toute sa vie, elle va rester très attachée à l'éducation, Mmh. comme mon père. Je dirais autant, sinon davantage parfois, parce que lui avait souffert de ne pas avoir eu de Mmh. formation. Mmh. Je me souviens, il remplissait des papiers, il faisait beaucoup de fautes et tout, puis il trouvait ça difficile et il nous disait souvent, «Vous savez, on a mangé notre pain noir, ce ne sera pas votre cas» et la façon d'y arriver, c'était d'investir en éducation. Alors jamais, jamais il n'a hésité, ni ma mère, à nous envoyer à l'école, peu importe ce que ça coûtait, parce qu'à l'époque, c'était pas évident de faire un cours classique, entre autres, puis d'aller C'était votre éventuellement. cas, vous étiez allés faire votre cours classique? Absolument. Je suis Mmh. allée faire mon cours classique et d'ailleurs, maman m'a envoyée dans une école dirigée par les sœurs de Jésus-Marie, qui étaient des religieuses installées à Québec, déjà depuis un bon nombre d'années, mais religieuses chez lesquelles elle avait étudié à Beauceville. Et connaissant cette congrégation, pour elle, ça allait de soi, Mmh. si je voulais faire des études supérieures, que j'allais aller dans un collège classique. Mmh. Parce que ça commençait, hein, l'ouverture dans le public, Oui, l'ouverture à la formation des filles dans le oui, domaine du cours, ce qu'on appelait le cours classique, oui, finalement. oui. Et donc dans cette éducation, dans cette scolarité, vous avez découvert un petit peu, bien sûr, l'éducation, l'instruction, les livres, le savoir, mais aussi la vie associative, la vie communautaire. Oui, absolument. Bon, d'abord en allant à l'école, au collège Jésus-Marie, à Sillery, qui était un collège Mmh. pour, en fait, un collège pour les gens qui avaient les moyens d'y Oui, aller. Un collège bourgeois, disons-le. donc un Bon, premier choc culturel un pour vous. énorme choc culturel dans mon cas. Je venais de la campagne. Je n'avais pas de conscience de l'existence de classe sociale. Pour moi, ça Mmh. n'existait Ben pas. oui. On vivait tous ensemble, on allait à la même école, à la même église, on faisait partie de grandes familles, bon, et cetera. Et là, je vais constater qu'il y a vraiment une différence entre les gens qui ont les moyens et d'autres qui n'en ont moins, entre les gens qui ont surtout, une culture, Mmh. qui ont une formation, Mmh. qui vivent et qui baignent dans un milieu qui leur permet d'être en contact avec l'universel. Mmh. Et là, je vais vraiment constater qu'il y a une différence, Comment, s ben, par dans exemple? ben, par le fait qu'on va parler, par exemple, d'histoire. Bon, mes collègues de classe, mes camarades de classe vont, pouvoir imaginer, qu'elles ont été en voyage et qu'elles ont pu Ah voir des oui, sites, peuvent et se cetera. projeter. Mmh. Absolument, absolument et j'allais chez ces, camarades de classe et puis là, il y avait des grandes toiles de maître dans leur maison. Mmh. Il y avait des beaux pianos, j'étais absolument fascinée par ça Mmh mh. Mmh. et je dois dire que ma façon peut-être de me démarquer quelque part, ça a été effectivement d'exercer une certaine forme de leadership, de prendre une place au niveau de l'organisation des activités de l'école. Mon Dieu, déjà consciente de cette, Oui, je crois possibilité. honnêtement, Pascal, je ne sais pas si j'étais consciente, Ouais, mais dans mon inconscient, c'était ouais, clair que c'était ça. ouais, Et je l'ai compris plus bien tard, hein, sûr. et en vieillissant, On on va vous laisser le constate. temps d'avoir été enfant C'est tout à fait et ça. jeune. Alors donc, je vais m'engager, dans la vie associative de l'école. Je vais être membre quand je suis au primaire, des Croisillons, des Croisés, de la JSC, Jeunesse étudiante Mmh catholique, mh. qui était un mouvement très fort à l'époque, hein, très Mmh. progressiste aussi, qui amenait à réfléchir sur sa société. Je vais être présidente de classe.
Plus tard au collège, je vais être membre de l'association étudiante et même secrétaire de l'association, ce qui était vraiment celle qui prenait les notes, qui notait les résolutions, etc., mais très active au sein de l'organisation. Je vais m'occuper de la Croix-Rouge de la jeunesse. Je vais faire plein d'activités. Et probablement que quelque part dans mon subconscient, en fait, je suis certaine de ça, je le sais maintenant, à distance, il fallait que je me démarque quelque part parce que j'avais un problème de confiance en moi Mhm, assez mhm. évident, lié au fait que je venais d'un milieu tellement différent. euh, et c'est pas facile à ce moment-là de faire sa place puis de penser qu'on peut être aussi bonne, réussir aussi bien parce qu'un milieu qui te stimule au plan intellectuel, évidemment, t'invite à progresser dans ce sens-là, à t'investir dans ce sens-là. Et je ne dis pas que mon milieu ne le faisait Mhm, pas, mais mhm, à leur façon et mhm. différemment. Mon père était très curieux. Il y avait toujours des revues qui traînaient. Il attrapait n'importe quoi pour lire, pour s'informer. Il lisait Ouais. son journal religieusement tous les Mhm, jours. mhm. Il rentrait à minuit le soir parce qu'il travaillait. Il y avait des shifts de nuit, hein, il y avait des quarts de nuit. Il travaillait, puis ce qu'il Il faisait, lisait. il lisait son journal qui Ouais. s'appelait l'Action catholique Oui, à oui, oui. l'époque. Mais en fait, vous parlez de ce milieu qui, disons, moins éduqué ou instruit que celui que Oui, vous fréquentiez à l'école, mais vous avez aussi découvert pas seulement une question d'éducation, mais de classe sociale, absolument, économique, parce que c'est absolument, de ça qui est question. absolument. Et ça, ça va jouer C'est énormément ça. dans le sens, je crois, de me stimuler pour être meilleure, pour en faire davantage. Je n'étais pas nécessairement très bonne à l'école, soit dit en passant. J'étais bonne. Mhm. Je réussissais bien, mais comme j'étais bien engagée dans toutes sortes d'activités parascolaires, des fois, il fallait que je me rattrape un peu, d'accord? J'ai réussi à me rattraper, puis à obtenir de bonnes notes, etc., puis à obtenir mes diplômes, bon, etc. Mais oui, euh, j'arrive à l'école, maman fait mes vêtements. Donc, mon tailleur, mon costume, parce qu'on a tous, on a Des des uniformes. uniformes, voilà. C'était des espèces d'uniformes avec une jupe plissée, etc. Maman va faire mon uniforme. Maman était très bonne, elle faisait de la couture. Alors, évidemment, mon uniforme cousu à la maison versus l'uniforme commercial acheté Dans dans la des bonne bonnes maisons, boutique. à la bonne boutique. Mes souliers achetés, il y avait un magasin qui s'appelait, je le raconte souvent parce que j'ai tellement un Ah ouais. souvenir fort de ça. Mhm. Ça s'appelait Towers. C'était un peu les Walmart de l'époque. Mhm. Et maman m'avait acheté mes souliers là. C'est là qu'on achetait nos souliers, hein, Mhm. pas aller chez Simard et Voyer, Mhm. le Browns de l'époque. Alors, euh, ça paraissait à l'évidence. Puis en plus, comme on avait des costumes à l'école, des uniformes, ben les filles se distinguaient souvent par le chemisier qui était à jabot, etc., et par le soulier. Et moi, mes souliers, disons que ça paraissait qu'ils venaient de chez Towers ou Walmart, si on était aujourd'hui. Alors, tout ça me faisait comprendre qu'on ne venait pas du même univers, Ouais. qu'on n'avait Ouais. pas les mêmes moyens. Ouais. Mon père est un ouvrier, alors il avait toujours les mains un peu salies, en habit d'ouvrier. Alors, disons que il y avait comme un Oui. écart Oui. entre les parents qui étaient des médecins, des avocats, Mhm. qui venaient vraiment de milieux professionnels, qui étaient des milieux d'affaires, Oui, c'est etc., et ça. mon père. Mais j'ai jamais été malheureuse de Mhm. Ah ça, non. dans le sens où j'ai une telle admiration pour mes parents, mais en même temps, je voyais bien la Oui, différence. oui, surtout quand on Et est jeune. quand on est jeune et Ouais. quand les religieuses interpellaient des élèves dans ma classe, disaient: «Vous, votre père» ou Ah bon, ouais. faisaient référence aux Mhm. professions des Ouf. parents de mes camarades, de mes collègues de classe, mais moi, on ne m'interpellait pas Mmh. du tout de cette Ah ouais, façon-là. mais vous vous êtes, manifesté d'une autre, manière finalement. Oui. Et en quoi tout ça a provoqué la suite? Racontez-nous ensuite comment, quelles études vous avez faites? Bon, c'est sûr que ça m'a amené à réfléchir, hein. Bon, à 10 ans, 12 ans, 13 ans, on réfléchit, mais c'est plus, un peu Bien sûr. inconscient, là, c'est plus viscéral. Mmh. En vieillissant, je vais faire le constat Oui. que, dans le fond, je peux faire en sorte que la société soit meilleure.
que la société permette à des gens qui ont moins de moyens de se réaliser, puis d'aller au bout de leur talent. Mais je sais que dès ce moment-là, il y a un germe qui a Mhm. été semé, il y a une Mhm. graine qui a été Mhm. semée, qui était, on devrait être capable d'avoir la même égalité des Oui, chances. oui. Et ça va vraiment m'animer profondément. Je vais être confrontée à cette réalité-là aussi un peu plus tard au Mhm. plan professionnel. Mais donc, ça va m'amener non seulement à m'engager au plan communautaire, que ce soit la Croix-Rouge, la JSC, les activités parascolaires, Mhm. d'organisation d'activités à l'école, mais je vais décider d'aller en service social. Et ça, c'est vraiment lié à tout ce vécu que je vais avoir. Je vais aller en service social dans la perspective où je me dis: «Je pense que je peux aider Mhm. les gens plus mal pris, les gens avec moins de moyens». Parce que le service social, il est toujours associé à cette réalité-là. Et j'ai 2 grandes amies quand je suis à l'école. En fait, j'ai plusieurs amies, mes 2 grandes amies qui viennent une d'un milieu, plus modeste, si on Mhm. veut, même si son père était un haut fonctionnaire, mais Mhm. ils étaient nombreux dans la famille, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et une autre dont le père était, quand même un haut dirigeant d'une société hydroélectrique d'ailleurs, qui va devenir éventuellement Hydro. Mais c'était des femmes très simples, très accessibles, qui n'avaient pas de préjugés. Mhm. Et ça me les a fait choisir ou c'est avec elles que je me suis sentie le plus confortable. Et elles vont jouer un rôle dans ma vie, particulièrement l'une d'entre elles qui s'appelle Catherine. Ma fille s'appelle Catherine Ouais. un peu à cause d'elle. Euh, et donc, avec ma copine Catherine, nous allons nous inscrire en service social. On Mhm. allons faire notre service social ensemble. Et je suis persuadée que cet épisode, ce changement majeur dans ma vie, qui est le passage de la petite fille de la campagne, d'un milieu modeste, dont les parents étaient des ouvriers, Mhm. mon père, à un milieu bourgeois, hautement cultivé, avec des moyens financiers importants, va faire la différence dans ma Mhm. vie pour la Mhm. suite des choses. Mais j'allais vous dire une chose, il fallait persévérer. Mhm. Parce que ça n'a pas été toujours des moments Mhm. faciles. Mhm. Heu, Parfois, je voyais tellement la différence que ça me blessait, ça me faisait mal un peu Oui, de voir la bien façon dont sûr. j'étais habillée, les bijoux. Je suis allée magasiner avec une fille de ma classe un jour. Moi, j'étais jamais rentrée chez Outran Frou, hein. Bon, alors là, elle allait essayer des robes qui probablement à l'époque, coûtaient peut-être 150 ou 200 $, mais moi je les achetais à 20 ou Mhm. 25 quand c'est pas ma mère qui les faisait. Mais vous Oui, vous êtes retrouvés, donc en service social. On va faire un bond dans le temps. Vous vous retrouvez en Outaouais. oui. Expliquez-nous pourquoi vous vous retrouvez Oh là là là! et oui, C'est en fait, c'est une belle histoire. oui. D'ailleurs, je garde des souvenirs, exceptionnels de ma vie en Outaouais. J'ai tellement aimé ce que j'y ai vécu. Mhm. Mais pourquoi je me retrouve en Outaouais? Je suis donc, de Québec, je suis à l'Université Laval, je fais mon service social, Mhm. je suis en, 2e année de service social et je me marie. C'est en 1969. Ouh là là, ça fait un bagne. Mhm. Heu, Mon mari est à l'université aussi, je suis à l'université, mais lui, ses parents ont des petites stations d'essence, des gaz-bars, comme on dit. Ah. On les appelait pas gaz-bars du tout à l'époque, c'était comme l'ancêtre des dépanneurs. Ils vendaient du lait, du pain, Mhm. quelques petites bricoles et puis ils servaient, de la gasoline, du Mhm. gaz, comme ils disaient. Alors il y avait un petit peu plus de moyens, si on veut, mais on voulait vivre ensemble et puis à l'époque, imaginez là, il y a 54 ans, il y a 54 ans, c'était pas très bien vu de vivre Ouais, ensemble. Maintenant, ouais. ça fait partie de notre réalité, Mhm. quotidienne. Absolument. Alors donc, on s'est dit: «Bon, si on veut vivre ensemble, écoute, on va se marier. C'est pas compliqué». D'ailleurs, à 2 mois d'avis, j'ai annoncé à ma mère qu'on allait se marier. Elle était complètement découragée, mais comme mes parents aimaient beaucoup Claude, celui qui allait devenir mon conjoint et qui est toujours mon conjoint Mhm. aujourd'hui, mon amoureux, heu, ça va les consoler.
du fait que je me marie à 20 ans. Mhm. Alors, on se marie devant notaire et où mon père doit signer parce que j'ai que 20 ans et dans ce temps-là, c'est 21 ans. Oui. Et mon mari finit sa maîtrise en administration à l'Université Laval, à Québec, et il est recruté par une grande entreprise franco-ontarienne qui s'appelle Campo Corporation, qui est dans le développement immobilier. Il est embauché pour être adjoint du président. Pas président adjoint, adjoint du président. Oui, très différent. Tout à fait, pour soutenir les actions du président, etc. Alors, évidemment, à l'époque, qui prend mari prend pays, hein? Mais là, je me suis dit, je ne vais pas lâcher mes études. Il me reste 1 an à faire. C'est ça. Mais en service social, on avait un stage. Et à l'époque, ce n'était pas un stage de quelques jours, semaines. C'est un stage intensif de 1 semestre. On revenait à l'université pour des évaluations, des discussions, etc., des réorientations. Alors, moi, je connaissais, j'étais en organisation communautaire, hein, ça fait beaucoup la différence aussi. Service social, il y a 3 orientations possibles. Il y a le service social de cas, le service social de groupe et l'organisation communautaire ou animation sociale. Et moi, je vais choisir animation sociale. Pourquoi? Et développement communautaire, parce que je veux que les sociétés s'organisent pour lutter contre la pauvreté, Oui. pour organiser de l'aide aux personnes en difficulté. Et en service social, déjà à l'époque, hé là là, je me dis, c'est quelque chose, hein? Ils nous avaient présenté des vidéos de personnes engagées dans leur communauté à travers le Québec. Et l'une de ces personnes s'appelait Paul Leguerrier. Et travaillait sur le logement et sur l'aide aux communautés à Hull, dans l'île de Hull, qui était en train de se faire exproprier par le gouvernement fédéral. Et donc, on mettait dehors des gens. C'était très cruel. Alors Hein, là, c'était tout un milieu là, qui avait un écosystème absolument. très prometteur pour Très. votre futur. Voilà. Alors moi, je vais voir mon responsable de stage à l'Université Laval. Et je lui dis, je pense que c'était Martin qui s'appelait. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux aller vivre avec mon conjoint. Il s'en va dans l'Outaouais. Comme j'ai 4 mois de stage, j'aimerais ça contacter Paul Leguerrier pour savoir s'il accepterait, parce qu'il fallait être supervisé. Et il avait une maîtrise en service social. Il dit, écoute, s'il est d'accord, moi, je n'ai pas de problème. Alors, je suis allée voir Paul Leguerrier, je lui ai présenté mon cas, etc. Puis Paul, un homme très généreux, a dit bien sûr, puis pour lui, c'était un peu flatteur, évidemment, mais c'était un homme très engagé. Alors, donc, il va accepter de me superviser et je vais aller faire mon stage là-bas. C'est formidable. On est en octobre 1970. Ça vous dit quelque chose? Oui, un petit peu. Hein? Bon. C'est les mesures de guerre, c'est la crise d'octobre, etc. Je vais vivre un stage formidable. Je vais travailler à la mise en place ou à la remise en place, je pense que c'est la remise en place de l'ACEF, Association coopérative d'économie familiale. Organisme qui existe toujours, qui est un organisme de défense des droits des consommateurs. Alors, Paul, il dit, je te confie ça, on a besoin d'une organisation pour aider les gens. On a beaucoup de gens dans la misère, des gens qui ont des problèmes d'emploi. Puis la situation de l'emploi n'était pas nécessairement facile dans l'Outaouais, du côté québécois, à Hull. Alors, cette organisation-là faisait de la consultation budgétaire, aidait des gens à vivre des faillites parfois, à s'organiser pour sortir de la misère. Le fondateur des ACEF était Pierre Marois, hein, qui va devenir ministre du gouvernement Lévesque, qui n'a pas de lien avec moi, qui va en avoir pour la suite des choses, mais en fait. Alors donc, je vais travailler à la mise en place de l'ACEF. C'est bien, je suis avec mon conjoint, je suis là-bas. Et arrive la crise d'octobre. Moi, je pars de Québec, je suis fédéraliste, inconsciente, absolument, parfaitement inconsciente des problèmes de langue, du français. Québec, c'est un cocon. Oui, hein? Absolument. En plus, à ce moment-là, il n'y a pas les moyens de communication qu'on a maintenant. On n'écoute jamais la télé en anglais, ça n'existe pas pour nous. Je raconte souvent l'anecdote, on vivait sur une route de campagne et quand une voiture arrêtait à la maison, des fois pour demander son chemin, parce que c'est une route qui menait
vers la Beauce, éventuellement Mhm. vers les États-Unis. Pour mes parents, quelqu'un qui arrivait à la maison, qui parlait anglais, c'était un Américain. Ça ne pouvait pas être un Canadien. Parce qu'un Canadien, c'est un francophone. On avait encore Mhm. Je comprends. comprenez-vous Oui. cette réalité dans laquelle je vivais. Alors, j'arrive dans l'Outaouais et j'ai un choc brutal. Mais là, plus que brutal. D'abord, il y a beaucoup d'anglicismes et des mots. Il y a quelqu'un qui me dit, je me suis fait léoffer. Je me suis fait léoffer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Surtout que je ne parlais pas très bien anglais. Il s'était fait mettre dehors, il s'était OK. léoffé, il s'était fait mettre à pied. Mhm. Alors là, le choc était brutal. S'ajoute à ça la crise d'octobre, Oui. le Contexte politique, en fait. contexte politique absolument ahurissant. Je suis dans un milieu très contestataire. Hein. Les animateurs sociaux, dont Paul Le Guerrier, dont à l'époque Rosaire Cormier, dont des animateurs de télé, des réalisateurs Radio-Canada. Un contestataire qui militait pour qu'on parle français puis qu'on Oui, défende la langue française. et qui contestait aussi l'hégémonie d'Ottawa. OK. Parce que dans l'Outaouais, à Hull, c'était particulièrement visible. On Mhm. avait littéralement exproprié une grande partie de Hull pour implanter les édifices fédéraux. D'ailleurs, il y a un animateur social qui était, je ne sais pas si c'était un Oblat, Roger Poirier, en tout cas, il faisait partie d'une congrégation, et il a écrit un bouquin « Qui a volé la rue principale ?» Mhm. Parce qu'on avait détruit le vieux hall, les fameuses petites maisons allumettes, pour exproprier. Et donc, il y avait une révolte dans le milieu ullois contre cette réalité-là. Et mon superviseur en était, et les gens qui travaillaient avec lui. Et quand arrive la crise d'octobre, de ces gens-là vont être mis en prison, dont, entre autres, un travailleur social qui est dans l'équipe avec nous, dont la femme est enceinte, qui ne va jamais savoir pourquoi il est arrêté. Bon, parce qu'il est un contestataire, parce qu'il y a Oui. quelqu'un qui manifeste. Oui. Donc, ce choc brutal, il va être important pour moi. Je vais donc devenir indépendantiste. C'est comme presque instantané. Ah oui? Ah oui, oui. Ça, quelques semaines à vivre là, c'est la révélation de ma vie. Oui. Alors, non, mais vraiment, je vais me rendre compte qu'on est des citoyens de seconde classe, Mhm. comme le dit si bien Vallière. Donc, finalement, ça a été un peu votre naissance politique, est-ce qu'on pourrait dire Absolument. ça? Oui, oui, ça a été ma naissance politique. Parce que même à l'école, je manifestais contre le Vietnam, Oui. la guerre au Vietnam, au collège. Mais je n'étais pas à ce point politisée. Mhm. Politisée eu égard à la réalité québécoise, Oui. la place du Québec par Mhm. rapport au Canada, Mhm. la langue, notre histoire, notre culture. Ça ne m'avait pas vraiment... je ne me sentais pas concernée Mhm. complètement Mhm. par ça. Mhm. Et mon véritable éveil politique, ça a été dans l'Outaouais. Alors, vous comprendrez pourquoi je suis restée si attachée Oui. à cette région. Mhm. Je vais d'ailleurs m'en occuper pendant longtemps, plus Mhm. tard, lorsque je serai ministre dans le gouvernement Lévesque, entre autres. Alors donc, cette crise d'octobre qui vient tout bouleverser, ce constat que je fais de la situation des francophones, des Canadiens français, et c'est sans retour, hein, c'est un point de non-retour. Oui. Je deviens souverainiste, Mhm. indépendantiste, et à partir de là, ma quête va être celle d'un État libre, indépendant, dont la langue française va être la Mhm. langue commune d'usage, etc., ce qui viendra évidemment plus tard. Euh, mais c'est vraiment là que je vais faire ce choix Mhm. qui va animer ensuite toute ma vie. Pauline Marois, merci pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.